that. C'est officiellement parti. So. D'abord, excusez-moi de mon retard. Je me rends compte que l'épicerie, je sous-estime la situation. Je vais essayer de remédier. Thierry, merci beaucoup d'être là, même Bonjour, avant moi. Ça va être ton plancher pour le 31e événement de Crypto in Montreal. I'll do in English and French. So for those who don't know, we present those events every 3 weeks. So this is the 31st. This is the 31st-ish edition of it. And today it is not like a beginner kind of event. So if you are into cryptos, you'll be really interested about what Thierry is about to say. And if you don't know about cryptos, you'll be lost and you'll gonna ask all kind of questions not related to his topic. So David and I might say, sorry, we need to stick on the presentation, okay? And it's just often the same case when we do the introduction kind of meetup. We sometimes say, hey, this is an advanced question. We need to move on with the beginner's question. Donc, Thierry, je te laisse le plancher. Juste avoir une petite idée, combien de temps tu penses que ça va durer? J'ai 5 points de 5 minutes chaque. OK. Et on est ouvert à des questions ensuite, entre chaque temps. Merveilleux. Puis si vous voulez prendre peut-être un petit bol de chips, petit quelque chose, c'est encore le temps. Je pense qu'il vaut mieux faire du bruit tout de suite. Après ça, on va pouvoir se concentrer sur Thierry. Peut-être prendre une petite 2 minutes juste pour gérer le bruit. Donc, comme vous voyez, j'attends toujours la présentation. Je vais essayer de parler pour introduire le sujet pendant 5 minutes, peut-être avancer des questions et pendant que vous parlez et on répond ça, on va attendre le PDF parce que j'ai des images très intéressantes, plus atmosphériques pour créer une ambiance. Ce que vous venez d'entendre ici, c'est le premier portefeuille Bitcoin que je me suis acheté. Ce que j'aimais bien de ce projet, c'est que c'est un de ces projets de geek qu'on utilise avec des Raspberry Pi. Et c'est un développeur qui était aussi bien développeur logiciel, mais qui travaillait aussi le hardware. Et qui a réussi à mettre dans une boîte une imprimante, un portefeuille, et un système d'exploitation qui n'avait jamais connecté à l'Internet. Et donc, on appelle ça un cold wallet. Si je le connectais au réseau ici et que j'allais sur Internet, parce qu'il y a un OS, c'est comme un light version de Linux, il ne serait plus un cold wallet. Il aurait été contaminé par possiblement du trafic et des données. La raison que j'ai apporté ça aujourd'hui pour vous, c'était pour démontrer la différence entre, je dirais, la majorité de vos portefeuilles que vous avez sur vos téléphones et ceci, ce qui est une adresse unique avec un mot de passe unique. Ça, c'est les deux codes QR qui sont générés à partir des signatures. Des signatures qui sont uniquement sur cette boîte. Et dans ce cas-ci, ils sont générés et ensuite oubliés. Parce qu'ils veulent créer un portefeuille qui personne d'autre peut l'avoir. Donc, il y a deux modes ici, Remember and Forget. C'est deux choses qu'il faut qu'on se souvienne tout le temps quand on essaie de protéger nos portefeuilles Bitcoin et nos Bitcoins. C'est de ne pas oublier nos mots de passe et de se souvenir de où on les a mis. C'est drôle, mais la mémoire, c'est notre plus gros défi. J'ai créé une présentation aujourd'hui et je parlais de crise économique, des crises naturelles comme des tempêtes et ou des épidémies de maladies, des épidémies financières où on perd toutes nos ressources, disons comme après une guerre ou après une bombe, disons une crise électrique où on perdrait l'électrique. Donc autant que je pourrais vous parler d'ordinateurs et de techniques avancées, que ce soit des réseaux de mesh network, des satellite connections, des physical wallets faits d'acier où on peut les mettre dans le feu, la sécurité, le risque le plus dangereux dans ce domaine de Bitcoin, c'est nous-mêmes. C'est d'oublier. Donc, pourquoi le papier, ça revient à être un support assez intéressant.
J'avais des belles images et je vais essayer encore de au moins l'ouvrir. Ça m'apprendra. Okay. Donc, malheureusement, ça ne peut pas être plus gros que ça, mais on va voir ce que ça donne. Donc, Crypto in Montreal, numéro 31. Donc, 5 idées survivalistes pour l'avenir de votre portefeuille Bitcoin. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu ce terme, survivalisme? Pour vous, est-ce que c'est guerrier ou est-ce que c'est des granos? C'est des personnes de nature ou des personnes qui aiment la nature, qui s'évadent dans les bois? Ou est-ce qu'un survivaliste, c'est quelqu'un qui se construit une maison souterraine anti-bombe? Un survivaliste peut être quelqu'un qui vit de la terre, disons quelqu'un qui est un fermier. Pour vous, est-ce qu'il y en a qui ont une définition de survivalisme aujourd'hui, en 2019? Est-ce que vous êtes des survivalistes? C'est ton deuxième choix, là. Ah ouais? Ouais. Quelques costumes qui pourraient adapter à tous les environnements, toutes les circonstances pour en fait se supporter. On peut attribuer cette divination à du particulier ou même à une société. Hein. Oui, je crois que c'est ça un peu exactement ce que j'essaie de communiquer, c'est qu'on vit dans une époque de survivalisme, dans le sens qu'on voit que juste pour rester au courant, au flux du jour, il faut qu'on soit à l'étude, il faut qu'on soit à l'écoute. On a de plus en plus d'informations qui nous bombardent de tous les bords, il faut qu'on soit sélectif. Un peu comme le chasseur dans le bois ou le fermier devant son terrain, ou je dirais le guerrier sur le terrain de bataille, c'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout souvenir. Donc, il va falloir qu'on choisisse nos cibles, nos défis, nos objectifs. Et ça a l'air de rien, mais conserver notre argent, c'est notre objectif. C'est l'objectif de l'atelier. Le problème, ça c'est le défi. Le problème, c'est à quoi sert l'argent après une crise sanitaire? Tu sais, on parle de shitcoin, mais je crois qu'il y aura d'autres mardes à gérer et ce ne sera pas notre portefeuille Bitcoin. Je dis ça parce qu'on est dans une période ici quand même à l'abri de tout ce qui se passe. On le voit, tu sais, on voit les généraux qui nous entourent en ce moment et on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? Comment qu'ils vont nous changer, pour ne pas dire le mot attaquer? C'est quoi les plus gros changements qui vont... Parce que c'est ça, en bout de ligne, c'est ça qu'on doit répondre dans ces 5 questions. On doit être préparé. Et cette expression-là que j'ai citée ici, pour le meilleur ou pour le pire, espérer pour le meilleur et se préparer pour le pire, je l'ai entendu d'un coach. En fait, il était un des organisateurs de mon clan de scouts. Quand on est scout et on est jeune, on appelle ça des éclaireurs ici au Canada. C'est une forme de club d'activités sportives où on va justement dans le bois. Et un des premiers défis, c'est qu'on avait 4 heures pour se retrouver. On se perdait dans le bois et il fallait se retrouver. Donc, comment se préparer pour se perdre? Voilà la question. Et surtout, comment se préparer pour se perdre quand c'est une question de survie? Je vais citer un de mes collègues qui il m'impressionne à chaque fois que je lis ce qu'il est en train d'écrire. De plus en plus, je crois qu'il va avoir une place. J'ai hâte qu'il écrit un livre. Son nom est Fardous Biaï et on vient de le voir récemment dans un film qui est apparu sur iTunes, mais ça date d'il y a 5 ans et je suis autant plus impressionné. Mais c'était dans un quotidien ou sur le site portail qui s'appelle Medium et il parlait en anglais, il disait que nous vivons dans un monde où toutes les fiat sont en compétition. Et on voit ça avec le crypto, les monnaies numériques. Puisqu'ils sont tellement neufs, on a des écosystèmes, que ce soit Ethereum ou EOS, on voit
multiplier les quantités de tokens, les utility tokens, les security tokens, et on voit qu'ils sont comme séparés. Tu sais, les tokens EOS, ils ne roulent pas sur Ethereum. Même les pairs sur les exchanges, on ne les voit pas souvent. Disons, les pairs principaux, disons Augur et Ethereum, on les voit, mais Augur et EOS, on ne le verrait pas. Il faut se poser ces questions-là parce qu'encore une fois, il faut se préparer à se perdre. Comment est-ce qu'on va être prêt pour le jour qu'on se réveille et on dit qu'est-ce qui est arrivé au prix du Bitcoin? Tu sais, après avoir été dans un coma pendant 5 ans ou après avoir été retrouvé dans la forêt après 3 mois ou 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se retrouve? Donc là, c'est cette concurrence, cette, disons, survie du plus fort ou, disons, une sélection naturelle qui fait partie de notre, je dirais, notre écosystème. Et c'est cette nature de concurrentielle qui va créer une monnaie supérieure, une monnaie universelle qui va être capable de, disons, de s'ouvrir à nos besoins. Je crois que c'est ça. Will provide for us. Donc, survivalisme, tout le monde pense, j'espère que quand vous avez lu le titre de la présentation, vous pensiez à l'eau, à un abri, à du courant, à peut-être la bouffe. Parce que comment est-ce que vous allez charger vos téléphones après une crise, disons, économique? Est-ce qu'il va y avoir du courant? Est-ce que ça va être très cher? L'exemple que j'avais, c'est que l'autre jour, je pensais à de l'or. Je me disais, je vais investir de l'argent dans de l'or. Comme ça, après la crise économique, je vais être correct, je vais avoir de l'or. Je vais être capable d'échanger mon or pour de l'eau et de la bouffe et de la protection, quelqu'un pour me protéger. Mais le problème, c'est qu'après une crise économique, l'or, il ne vaudra plus ce qu'elle vaut aujourd'hui. Non, on dit 1300 $ aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va valoir après une crise économique? Peut-être 30 $. Peut-être 300 $. La question, c'est est-ce qu'on pourra acheter pour 1300 $ de biens après une crise économique? Est-ce qu'ils vont valoir 300 $, disons 5 gallons d'eau? Et comment qu'on va diviser l'or? Donc ici, je vous ai fait une photo parce que c'est assez vite trouvé sur Internet 5 idées pour l'apocalypse, tu sais, quoi faire. Et je ne vois pas du Bitcoin ici. Je ne le vois pas. Peut-être dans le tiroir, dans un ledger, en dessous des manuals and chords. Tu sais, on a beaucoup de... Mais il y a une radio. Et la radio en bas, c'est un peu la clé. C'est que finalement, la radio, le Bitcoin, c'est un réseau de communication. Avant tout, tu parles de valeur et de price discovery. Ça, c'est la motivation. Ça, c'est l'incentive pour créer la monnaie. Mais pour nous, au premier degré, qu'est-ce qu'on peut faire avec du Bitcoin? C'est qu'on peut envoyer des messages. Je peux faire un message qui t'arrive et que c'est vrai. Donc, SOS, ça c'est un beau message. Ça fait partie de nos ressources quand on est perdu en mer. Il faut faire du SOS. Donc, imagine, vous n'avez pas de communication sauf accès au blockchain. Comment envoyer un message SOS sur le blockchain? A message in a bottle, in an ocean of transactions. When I talk about survival and survivalism, it's not about making the next big pump and dump. It's not about securing your future ancestors, their wealth and superiority in our society. It's about survival. It's about, making money to pay for food but also to communicate. And I think this is where Bitcoin, je vais revenir sur le français. Je crois que c'est ici où le Bitcoin se distingue de toutes les autres technologies. Surtout du fait que c'est comme une base de données distribuée. C'est comme un télégraphe universel. Le Bitcoin nous permet d'avoir un chatter déjà intégré. On peut faire des broadcasts de messages. Mais plus que ça, ça nous permet d'avoir des points d'accès, des points de service. Finalement, tout le monde devient leur propre banque, ce qui veut dire que tout le monde devient leur propre magasin. Donc, on peut vendre et acheter en même temps.
Et je reviens aux guichets automatiques qui sont un peu partout, qui sont tout sauf des guichets automatiques si on les compare aux guichets des banques qui nous servent à sortir 20 $ pour payer notre lunch si on a oublié notre portefeuille à la maison. Les guichets automatiques sont des bornes de communication. Ce sont des bornes qui permettent d'envoyer de l'argent à l'étranger, ce qui n'est pas évident avec la banque de le faire d'ailleurs. Et la raison que je vous dis ça, c'est que ces bornes électroniques, ils sont là pour distribuer le Bitcoin même. Donc, quand on parle de Bitcoin comme système distribué, bien, comment ça se distribue, le produit de ce système distribué? Est-ce que c'est centralisé aussi? Je dirais que le plus gros risque du Bitcoin, c'est qu'une personne les achète tous. Comme ça serait très centralisé. Si une banque ou un pays prend le contrôle. Et à date, c'était la plus grosse menace pour le Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, et même, je dirais, il y a 2-3 ans, quand on a vu que la valeur a augmenté tellement qu'on ne pouvait plus toutes les acheter. Je dis ça sous réserve. Donc, on a ici, il y a une photo d'un artiste que j'ai, un de mes profs de l'université, et je l'ai toujours aimé parce que ça m'a aidé à devenir un développeur. Parce qu'un des patterns de développeurs, c'est les gather and the splatter. Il y a toutes sortes de programmes, de patterns de programmation pour faire des cueillettes de données. How do you parse through data? How do you distribute data? So the idea of gathering or splattering your data is very important, especially for survival. When you're lost in the forest, si vous êtes perdu dans la forêt ou après une inondation, votre maison est là. On l'a eu au lac des Deux-Montagnes. Après que votre maison est complètement submergée sur l'eau, est-ce que vous devrez cueillir les éléments ou les distribuer, les mettre de côté? Est-ce que vous avez les poches assez grandes, assez creuses pour tout mettre vos informations, tout votre argent dans vos poches? Ou est-ce qu'il faut que vous les conservez à droite et à gauche? Et donc, l'exemple ici, ça rappelle un peu à un guichet automatique. Donc, j'ai décidé de l'inclure. Excusez l'anglais. Ce que vous voyez là, c'était it was my Bitcoin moment. This bottom part here, technology is disrupting our relationship with money. Je crois que ça a pris 20 ans pour que je trouve ce diapo sur Google Images. Et c'était ce que j'avais besoin d'entendre, parce que ma relation avec l'argent a toujours été un peu survivaliste. J'avais peur de l'argent. J'avais peur de ce que c'était, ce que ça représentait. Et j'avais peur de n'en pas avoir. Ça va, tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? À date, est-ce qu'on voit où on est en train d'y aller? J'ai commencé la discussion avec le numéro 1 ici. Espérer le meilleur et se préparer pour le pire. Et la raison, c'est l'histoire de notre relation avec l'argent. À date, on n'a pas encore passé au numéro 2. Il y en a 5 points. Le point numéro 1, juste pour reviser, c'est notre identité. C'est l'idée que le Bitcoin, c'est pour communiquer et que notre relation avec cette communication change notre perception. Je ne sais pas si vous reconnaissez en arrière ici, peut-être vous avez vu ce film qui s'appelle In Time avec Justin Timberlake. Une idée d'une société future où il n'y a plus d'argent, mais que c'est les heures qui nous restent à vivre qui sont notre monnaie courante. Ça vous dit quelque chose, ce film-là? Très prophétique. Je crois que ça m'a rappelé le jour que j'ai acheté de l'eau pour la première fois. Parce que moi, je suis d'une génération que l'eau, ça ne s'achetait pas. L'eau était gratuite, c'est un peu comme l'air. L'eau et l'air. Mais aujourd'hui, on achète notre eau. Est-ce que bientôt, on va acheter notre air? Ça se pose la question. Au Japon, c'est déjà le cas. On achète une premier au monde oxygénien. Changement. Pur. Oui, mais il y aura toujours meilleure qualité. Excuse-moi pour bouger tout ça tellement rapide.
Je cherche le numéro 2. Je vous ai mentionné la mémoire, parce qu'après tout, notre identité est basée sur notre mémoire. On a des maladies d'identité qui sont reliées à la perte de mémoire. Le BIP 39 nous a sauvé beaucoup de problèmes à propos de la mémoire. C'est là qu'on établit le HD, le Hierarchical Deterministic Block. Une façon de conserver nos mots-clés pour générer toutes ces clés privées. L'exemple ici d'avoir une adresse unique est très important parce que vos portefeuilles sur vos téléphones sont des adresses multiples. En fait, c'est des adresses dynamiques parce qu'ils peuvent générer de plus en plus. Quand vous installez votre portefeuille avec les 12 ou 24 mots-clés pour commencer, vous êtes en train de commencer votre étape de survie. L'étape d'identifier vos réserves. Comment est-ce que je vais survivre? Je vais non pas le mettre sur une portefeuille unique que je vais perdre et qu'il n'y a pas de backup. Je vais utiliser un portefeuille HD avec des mots-clés. Et ces mots-clés je vais être capable de reproduire mon portefeuille sur différentes plateformes. C'est une façon de conserver votre argent en cas de crise économique, disons, une crise écologique, économique, un feu à la maison, un vol. Beaucoup de mes exemples parlaient des crises extrêmes. Mais comme la mémoire, les crises les plus dangereuses sont les crises quotidiennes. Il y a des livres qui parlent d'héritage, votre héritage. Comment est-ce que vous allez léguer vos bitcoins à vos enfants et votre famille, votre femme, votre mari? Très bonne question. Et c'est légal, mais en même temps, c'est pas légal. C'est plutôt communiquer avec le monde autour de nous. On a vu ce qui est arrivé avec Quadriga et Gerald Cotton. D'ailleurs, ce jeune homme-là que j'ai vu en vidéo et que j'ai vu en personne, il comme moi. Ça aurait pu être moi qui devient philanthrope et qui est mort ou qui se fait tuer et que... Tu sais, c'est quand même il est une vedette dans un sens. Il est un peu comme un PDG d'une grosse compagnie. On aurait pu le kidnapper et faire un rançon pour cet argent-là. Mais peut-être ils n'ont pas eu besoin de faire ça. Ils l'ont juste séquestré. Mais tout pour dire que les memory wallets ou les death wallets, comme on commence à les appeler, ce n'est pas une solution survivaliste pour gérer votre portefeuille. Par contre, un portefeuille HD vous permettrait de, disons, passer des informations de base pour régénérer votre portefeuille. Maintenant, où est-ce qu'on met ces mots-clés? Est-ce qu'on les remet sur le morceau de papier? Parce que là, ça revient à la même chose, ça se brûle, ça se perd. Est-ce qu'on le met sur un site web, dans un logiciel? Oui. Oui, HD. C'est deux choses, technologie. Un, c'est l'histoire des elliptical curves. Et HD, ça veut dire hierarchy, une hiérarchie qui est déterminée. Donc, on peut prévoir, c'est comme construire une pyramide et on peut savoir où le dernier bloc va être en bas. Parce qu'on a tout calculé sur une courbe aléatoire qui est encryptée. Donc, l'encryption, avec ce mot, c'est compliqué, mais on peut enlever encryption et on va juste dire une hiérarchie. Le Fibonacci, le code Fibonacci, c'est une hiérarchie déterministique. On peut voir où ça s'en va. Pi, c'est aléatoire, mais ça peut être... C'est infini, mais ça peut être déterminé. Donc, les portefeuilles, comme ici, je l'ai trouvé l'autre jour, j'étais content. Le disclaimer des portefeuilles, ici, c'est backing up your wallet. Je crois que vous avez tous vu ça. Je vous l'encourage de le prendre au sérieux. Moi, j'ai déjà perdu 4 bitcoins et heureusement, j'ai pu les récupérer grâce à un service de backup de clés, qui était en fait ma première transaction Segwit, pas Segwit, quand on a deux signatures, multisig. Pardon. Parce que BitGo avait fait un multisig de mon wallet. Donc, je suis content. Heureusement, BitGo est toujours là. Donc, memories can be distorted. And if they are, they're irrelevant, even if you have the facts. Je crois que
la technique qu'on a le plus important pour conserver nos bitcoins, c'est le QR code même. On pense qu'il n'est pas spécifique au bitcoin. En fait, le QR code date d'avant le bitcoin, on parle même des barcodes. Le QR code, ils décrivent ça comme un quick reference code, mais c'est aussi un multidimensional data set, dans le sens que les barcodes, ils ont juste une ligne de données, et les QR codes, ils en ont deux. Donc, c'est comme un multidimensional array. Instead of having a singular line, you can have a relational line. Et ça permet de communiquer beaucoup plus de données, ce qui est vraiment important. Donc, vous familiarisez avec les différents types de barcodes. Ça fait partie de vos devoirs en tant que survivaliste. Parce que ça pose la question, quoi faire avec ces barcodes? On peut mémoriser des mots-clés, des seed words, mais est-ce qu'on ne veut pas partager notre QR code ou UTXO? Ça peut partager notre portefeuille. Ça, c'est mon image choc. Est-ce que vous êtes choqués? Ça, c'est une photo artistique de l'artiste Jan Osterbach qui, pour moi, prédate le Bitcoin. C'est en 1995 que j'étudie les arts, la photographie, et je vois cette photo. Et c'est sûr que pour elle, ça rappelle la guerre et les camps de concentration, même si les barcodes n'existaient pas à l'époque. Donc, on a un genre de juxtaposition, un peu quelque chose qui est hors synchron, comme mon S qui manque dans l'expression. Mais c'est ça où on est rendu quand on regarde les barcodes dans le coup, ou Deposit Bitcoin Here. Je crois que ça en parle beaucoup de notre situation actuelle. Et qu'est-ce que vous devriez faire avec vos bitcoins? Est-ce que vous allez le tatouer sur votre cou, sur votre jambe, sur votre dos? Voici le canif suisse qu'on souhaitait tous avoir à 15 ans. Vous l'avez vu, ça? Un canif suisse avec une clé USB dessus? Ça vous dit rien? Oui, c'est indispensable. Indispensable, hein? Oui, je crois, on ne l'a pas vu trop après. Je crois que ça a été un peu un essai. De nos jours, ils sont pas assez gros. Mais c'est pas fou comme idée. Parce que ça représente cette notion de survie et d'argent et de données. Donc, on est arrivé. Le point numéro 2. Vivre au jour le jour versus une catastrophe naturelle, une crise économique, sanitaire ou la guerre. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vécu une crise? Tout le monde. Oui. Et qu'est-ce qui était le plus précieux? Est-ce que l'argent valait quelque chose? Qu'est-ce que... L'état psychologique, c'est les prix. Oui. Ta famille, tes amis. Donc, si le Bitcoin peut nous aider à garder notre famille proche, il y aura une valeur après une crise économique, une crise écologique. Sinon, c'est plutôt, disons, au niveau des données. Ça reste que des données. Et un jour, ça pourra valoir quelque chose. Donc, ça pose la question, comme je disais avec la mémoire, quoi faire une fois qu'on est perdu? Et c'est d'être prêt. Be prepared. Et ça, je reviens au motto du scout. Et c'est comment se préparer pour une éventuelle crise économique, une épidémie de crédit. Parce que ça s'en vient. Je me vois toujours dans le bois. Oui? So, if there's like a power outage or like a war, what solutions are available for that? Yeah, I think like anything, when you need solutions, you have to ask the question. What's the question? Like, I can provide solutions, but does it answer your question? Depending, if you're on a boat and you're at sea and there's no power,
there might be a different solution than if you're in the forest. Or fires is another issue. So I don't think there's a silver bullet. There's no one solution. Just like I would say the communication networks that we have here. There's no one solution to keep them up. There's many. I think the solution is to have many solutions. No central point of failure. The latest ones that I found, which are very interesting, les solutions dont il parle, il faut qu'on imagine que, j'allais l'inclure, c'est un diapo de la pyramide de Maslow. Nos besoins, pour survivre, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement, à la base, ça nous prend de l'eau et de l'énergie, ça nous prend de la nourriture, ça nous prend de la famille, ça nous prend un abri. Et le mime qu'on trouve sur Internet, c'est que ça prend du Wi-Fi. Et ça pose la question, pour avoir le Wi-Fi, ça prend du courant. Donc, dans notre stratégie, pour être préparé dans l'éventualité d'être perdu, il faudrait qu'on soit sûr d'avoir de l'énergie avec nous, ou au moins les moyens pour les produire, et ensuite un système Wi-Fi, disons une métaphore pour un réseau de communication qui nous permet d'interagir avec l'extérieur. Et je trouve ça fait partie de notre abri. Dans toute cette hiérarchie, il y en a qui diraient que le Wi-Fi, c'est plus important que la nourriture. Dans le cas d'Extrême, je dirais que dans votre maison ou dans votre abri, votre bateau, il faudrait penser, avant de penser quoi faire avec mes bitcoins, comment les dépenser, il faudrait déjà penser à avoir du courant et avoir du Wi-Fi. Mais nos dépendances, en ce moment, notre faiblesse, vous avez vu, j'essaye de télécharger un PDF de Google. Petit problème s'il n'y avait pas d'Internet. Donc, il propose quelque chose qui s'appelle GoTenna. Et c'est la deuxième version d'une initiative que j'ai entendue il y a longtemps. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà parlé ou été à des conférences pour Îles sans fil? C'est un groupe ici à Montréal qui ont essayé de créer le premier Mesh Network. Il y a 10 ans. Ouais, ils ont été rachetés. Et il appartient à Zap. Zap, maintenant, oui. Et moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait du bénévole pour monter un Mesh Network le long du canal La Chine. C'est Parks Canada. Et l'idée, c'était qu'on allait avoir une bande sur des poteaux de téléphone tout le long du parc. Et c'est 14 km de long. Et ça allait produire de l'Internet gratuit pour tout le monde dans le parc. Et cette idée a été prise par Montréal International et des projets. Donc maintenant, quand on parle d'Internet gratuit dans les parcs, en partie, c'est grâce à Îles sans fil. Des bénévoles comme nous et comme vous, des passionnés des droits d'expression et de la liberté. Et ce que ça faisait pour eux, c'est que ça permettait essentiellement, cette idée d'une mèche, c'est que sur une étendue de, disons, 25 ou 100 km, ça prendrait juste une connexion Internet satellite ou une connexion Internet par radio ou par ligne terrestre, et tout le réseau partagerait cet Internet. Donc, ça permet de faire un peu un co-op réseautique. Donc, le GoTenna, ça répond à la question quoi faire s'il n'y avait pas d'Internet. Disons, s'il y avait une censure totale et on ne pouvait plus communiquer. Qui est souvent le cas, hein. On dit « Ah non, ça ne va jamais arriver », mais juste, il y a eu des élections est-ce que c'était en Asie? Et ils ont coupé l'Internet pendant les 4 heures avant les urnes fermaient pour bloquer toutes les communications de médias. Très intéressant. Donc, si on avait un mesh network, on pourrait avoir Internet, disons, un Internet plus résistant, résilient. Et l'autre, c'est le courant, bien sûr. Donc, il faudrait générer de l'électricité. Et c'est un peu la nourriture ou l'énergie du Bitcoin. So, form follows function. La forme suit la fonction. Et là, on est toujours ici. Vivre le jour avec... Parce que les catastrophes, disons, on peut se préparer pour, mais c'est en pratiquant tous les jours qu'on va être prêt. Donc, je reviens. Est-ce qu'il y en a ici qui vivent de leur Bitcoin? Est-ce qu'il y en a qui ont acheté de la bouffe ou un auto? Ou est-ce qu'ils ont acheté des produits? Oui. Oui?
acheter des choses. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait payer en Bitcoin? Oui. Comme ça là? Oh, wow! Plus que dépenser vos Bitcoins. On a des hodlers ici, c'est bon, c'est bon. Donc, ça c'est très important d'ailleurs, je le souligne. Essayez de vous faire payer en Bitcoin. Ça va vous apprendre la valeur d'un Bitcoin. Pas la valeur sur les marchés, les all-time high ou les all-time low, mais la valeur de votre temps versus votre argent. Ça revient à qu'est-ce que ça vaut un Bitcoin? Depuis le début, tout le monde me pose cette question et c'est la discussion à la maison. Pourquoi ça vaut tant? Pourquoi ça... La réponse est simple. Un Bitcoin vaut un Bitcoin. C'est tout. Maintenant, ce que vous faites avec ça, c'est le fun. On peut en parler tant qu'on ne se dispute pas. Ouais. Mais ça, j'ai appris que... non, après 3 verres de vin, ça ne se discute pas. Donc, le Bitcoin, petit rappel de quoi on parle, parce que, comme je vous ai dit, le QR code, c'est votre première technique de survie dans le monde de Bitcoin. Le Bitcoin même, c'est aussi une technique de survie. Il faut, avec tout ce qui nous est proposé dans les alternative currencies, les autres, les Bitcoin, Litecoin, il y en aura de plus en plus. Et donc, il faut qu'on revienne à nos... les éléments de base. Tout le monde est au courant des 21 millions. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas au courant des 21 millions? Quand je dis market cap, est-ce que vous pensez aux 21 millions? OK, donc on a un problème. Le market cap, c'est quoi? C'est X fois Y. Hein? Oui, c'est les montants en circulation, c'est pas... Oui. On parle de leur montant en circulation, pas les montants maximaux. Oui, mais ça, c'est un dérivé du montant maximal. Parce qu'on peut anticiper encore un déterministique, hierarchy deterministic. De plusieurs façons, le circulating supply, dans le cas du Bitcoin, c'est intéressant de savoir combien il reste à être émis. Mais dans le cas des cryptos ils peuvent en imprimer des nouveaux ou les incinérer, c'est très important de savoir la totale. Et le market cap, c'est un peu la totale, que ça soit fixe. Quand on dit Ripple, il y en a 100 000 millions. Est-ce que c'est fixe ou pas? Est-ce que c'est la totale de la circulation ou pas? Est-ce qu'ils vont en enlever ou en ajouter? Donc, market cap, ça nous permet de comprendre un peu la valeur dans notre price discovery, mais c'est surtout pour revenir aux éléments de base. J'en parle, on peut savoir combien qu'il y en a, dans le cas du Bitcoin, quand est-ce qu'il va changer de valeur. Et ça, c'est beaucoup relié. Monsieur, il parlait de mining and how the equipment gets used or the resource gets depleted. Well, les mineurs, en ce moment, ils ramassent 12,5 bitcoins aux 10 minutes. Donc, c'est à peu près 1750 bitcoins par jour. Avant, c'était 3600. Donc, aujourd'hui, c'est 1500, 3800. 1800. Donc, ça réduit aux 4 ans à peu près. Donc, il y a une depletion of resources every 4 years in the 10-minute scope. So instead of 12.5 bitcoins every 10 minutes, we're only going to have 6.25. This too affects market cap, but your point is right. It doesn't affect the total, but it will affect the projections forward. And consensus that happened just a month ago, we saw a big rally in Bitcoin. And it just so happens that it's the anniversary of the halving. So every 2 or 3 years, consensus is going to happen right before the halving. So it's going to build a reputation of being a media event. That too affects the market cap. Tantôt, j'avais un diapo avec ATH. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un acronyme pour All-Time High. Et juste comme market cap, on aime compter quand c'est plus. T'sais, on aime ça les gros chiffres. Le plus vite, le plus gros, le plus lourd. Mais je vous invite de virer la toile de bord, changez votre courbe et regardez à son all-time low. Juste pour projectionner
quoi faire quand vous êtes perdu dans la forêt? Est-ce que vous allez mettre tous vos œufs dans votre panier ou est-ce que vous allez les cacher? Are you going to gather your resources or are you going to splatter them around? The point is, ici, quand on regarde la courbe, on peut voir que le all-time low est constamment en train d'augmenter, elle aussi. Année par année, ça va de plus en plus haut. J'ai quelques exemples de ça ici où on peut voir les prix. La dernière fois que ça a passé de 50 à 25, on était autour de 10 $. Et ensuite, ça monte à 100, 150. On peut voir la projection par ligne et estimer où ça va. Encore, c'est pas pour vous aider à faire votre analyse technique des marchés. Ceci, c'est pour vous aider comment vous retrouver dans le bois. Quel genre de fruits ou est-ce que vous allez construire un abri en premier ou faire un feu? Parce que vos bitcoins, ils vont prendre la valeur et ils vont en perdre. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez les utiliser. You talk about depletion. Everybody who's using Bitcoin is going to deplete their resources. So you have to choose what you're spending it on, what you're saving for the future. Et le market cap, c'est une bonne façon de dire oui, j'ai envie de dépenser, mais non, je ne vais pas dépenser. Mais ici aussi, même si c'est pas relié au survivalisme, c'est très important, c'est une question de survie. De ne pas vendre quand c'est pas cher. Tout le monde ici est au courant de comment ce qu'une... j'espère, j'imagine, je suis sûr que vous avez tous perdu une transaction Bitcoin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà perdu des Bitcoins? Est-ce que c'était volé? Did you ever send Bitcoin to the wrong address? Without getting into the theft and fraud scenario? Human error. Because like again, I was saying the most common, the weakest link is ourselves. You know, notre mémoire, c'est le problème ici qu'on essaye de survivre. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une erreur comme ça? Ou envoyé à une adresse après que c'était périmé? Tu sais, des fois, il y a des adresses comme Shapeshift. Tu viens de Shapeshift, tu avais 15 minutes pour envoyer votre transaction. Est-ce qu'il y en a qui ont envoyé ça trop tard? En tout cas, c'est une bonne façon d'apprécier la valeur du Bitcoin et qu'on est responsable de notre propre argent. Comme quand on est dans la forêt. Yeah, thank you. On est responsable de notre vie. Numéro 3. Dans l'écologisme, dans le survivalisme, il faut étirer nos ressources le plus longtemps possible. Il faut être autonome. Il faut être, je dirais même, en anglais, pas radin, là, mais il faut être économique. Et donc, j'ai retiré, pour le numéro 3, l'élément, c'est les mots-clés du mouvement vert. Ici, au Québec, on parle beaucoup des 3 R. En anglais, c'est un peu différent. On parle de reading and writing and arithmetic. Mais ici, on parle de réduire, réutiliser et recycler. Vous allez me dire, comment que ça s'applique au Bitcoin? Et je vais être l'avocat du diable et je vais vous dire que c'est pas à propos du Bitcoin, c'est à propos de vous. Et la mémoire. Donc, réduire la charge que vous demandez. Là, j'ai comme 3 portefeuilles sur mon téléphone. Est-ce que c'est trop ou pas assez? Est-ce que je peux mémoriser les mots-clés de chacun de ces portefeuilles? Parce que c'est beau de les écrire sur papier, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que vous avez mémorisé vos mots-clés? Your seed words? Has anybody tried to memorize their seed words? Yes? It's a challenge. Donc, ce que j'essaie d'inclure dans cette section-là, de réduire, réutiliser, recycler, c'est cette notion d'éducation. Il faut s'éduquer. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout souvenir. Donc, il faudrait essayer de se concentrer sur nos portefeuilles. C'est une question de survie. La 4e section, et on arrive proche de la fin, la 5e, ça va être les 5 points, c'est que le temps, c'est de l'argent. Et
pour survivre, souvent, c'est une question de temps. Tu sais, vous avez 4 heures à vivre. Après une crise cardiaque, vous avez 2 heures et l'espérance de vie baisse. Quand vous avez une jambe cassée dans la forêt, vous avez quelques jours. L'hypothermie, quelques jours. Les épidémies sanitaires, le temps pour l'arrêter, c'est très vite. Et c'est là que le Bitcoin peut avoir un effet d'accélérer le processus de financement durant ces crises-là. Et je sors ça un peu de la droite, parce que ce n'est pas nous dans la forêt qui sommes perdus, qui vont dépenser ces bitcoins, mais disons, l'éco-fintech, écologie, financier, technologie. La raison que j'ai mis ça numéro 4, parce que ça rappelle ce que j'ai discuté au tout début, c'est que le bitcoin, en ce moment, on pourrait le critiquer de consommer beaucoup d'électricité, d'avoir une empreinte écologique qui est néfaste, malsain. Mais puisqu'on parle de fintech, on dit, ben, pourquoi pas éco-fintech? L'élément d'ajouter un index, mesurer l'électricité, on va finalement être capable de l'optimiser. Et donc, le numéro 4, c'est ça. C'est tant de l'argent, c'est tant de... comme si notre vie dépendait dessus. L'évolution de l'argent. Quand vous allez dans le bois, est-ce que vous amenez de l'argent avec vous? Dans le bois, au camping. Pas pour des briquets et de la bière. Bien, disons PayPal. Je sais pas, on pourrait faire du Amazon dans le bois. Je sais pas, le cash, on pourrait le brûler. Ça pourrait être utile. La raison que j'en parle un peu comme joke, c'est parce qu'on utilise de moins en moins le fiat et de plus en plus l'argent numérique. L'argent en carte de crédit, carte de débit. Donc, cette idée que la révolution du cryptographique et l'argent numérique, c'est faux. C'est l'argent cryptographique qui est nouveau. L'argent numérique, ça date de longtemps. Mais les deux mondes vont se croiser et on attend ça. C'est une des choses qu'on recherche dans le bois si on était perdu, c'est que le monde des cartes, c'est quand même assez... c'est pas une mauvaise chose. Et là, j'essaie de retirer cette idée que credit is bad and the financial system is bad. Le Bitcoin n'est pas là pour remplacer l'argent, Visa, Mastercard. En fait, c'est pour les surveiller et pour les améliorer. Un peu comme les cartes de crédit ont fait pour le numérique et les banques. Tu sais, Visa a fait la compétition aux banques. Ça leur a obligé de faire des guichets automatiques, de fournir des cartes de débit eux aussi. Donc la technologie, ils s'emmènent l'un l'autre. Et le Bitcoin, les guichets automatiques, en ce moment, ils n'acceptent pas des cartes de débit et crédit pour des raisons des chargebacks. Les chargebacks, c'est ce qu'on peut faire quand on ne reçoit pas nos biens ou qu'on ne reçoit pas ce qu'on a acheté. Une forme d'assurance sur notre consommation. Par contre, avec les bitcoins, quand il y a un chargeback, c'est de la fraude. Parce que les bitcoins ont été envoyés. Et il n'y a pas de doute que c'est de qualité de bitcoin. Un bitcoin, c'est comme un autre. Donc, on ne peut pas se dire « Ah, je n'ai pas reçu les bitcoins, je reveux mon argent ». Même si c'est pratique, et des fois ça arrive que les bitcoins ne se rendent pas et que je souhaite l'avoir payé avec ma carte de crédit. Et de plus en plus, on voit des services en ligne où on peut acheter avec des cartes de crédit des petits montants. Pas des gros montants, mais des petits montants. Ouais. Le numéro 5. Je crois que vous êtes tous ici pour la même raison. Vous êtes investis dans le milieu. De plus en plus, vous allez avoir ou bien de l'argent investi ou votre temps, de l'énergie. Votre temps, c'est de l'énergie. Alors, vous êtes déjà sur la bonne piste pour être des survivants d'une crise économique, d'une crise financière. Vous avez, disons, avec le Bitcoin, c'est comme si vous saviez comment faire du feu vous-même. Et la première chose qu'on enseigne les scouts, c'est de faire un feu. Pour faire un feu, ça prend un abri. Et donc, c'est ici que j'aimerais vous dire que hodling, c'est pas juste mettre votre argent de côté
c'est de l'utiliser. Hodling, c'est being your own bank. Parce qu'on ne faut pas oublier ce que HODL veut dire. Ça ne veut pas dire hold. C'est un acronyme, un mème qui date d'avant, qui dit holding on for dear life. Traduit en français, je crois que c'était. Oh. Ouais, je l'avais copié, je l'ai mis sur une autre feuille. Mais ça a du bon sens, tu sais, dans une crise survivaliste, on est en train de tirer à des ficelles. On n'a pas de solution, on n'a pas de communication. Ça, c'est le pire. Dans tous les films de pandémiques ou de extraterrestres ou de guerre, c'est la communication qui se brise. Et on ne sait pas ce qui arrive dans le monde extérieur. Et j'ose croire que le Bitcoin, en plus d'être son premier killer app étant de l'argent, ou le Bitcoin même, c'est que le Bitcoin, c'est notre réseau de communication du futur. Ça va permettre, un peu comme le télégramme, d'envoyer des messages autour de la planète, sans avoir besoin des satellites pour faire du déplacement géographique autour de la planète. Là, avec nos nœuds, on a des bornes de relais, un peu de courrier, qui vont nous permettre justement d'être prêtes pour les crises. Oui, financer de l'aide à nos frères et sœurs, mais aussi d'être au courant de leur situation autour de la planète. Donc ça, c'est à peu près la fin de ma présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. C'est peut-être pas ce que vous attendiez. C'était pas, le but ici, c'était pas de vous enseigner à propos du Bitcoin. C'était un peu d'amener le Bitcoin dans votre vie normale. My objective wasn't so much to dive deeper into what is Bitcoin. The question is, what are you doing with your Bitcoin? And I'd just like to underline how the ATMs are really your first point of contact for Bitcoins. It's something that's a one-on-one relationship, you and yourself, with your Bitcoins. It provides you a way to go any time of day across the city, but not for one company or another. Also to look around at what's happening in the space, because it's a sign. Suivre le progrès des guichets automatiques, c'est un peu comme suivre l'arrivée des banques au Canada. La première banque centrale au Canada, le BMO, ils sont là depuis 300 ans quasiment, de 1780. Cette histoire, ça a été tranquille, mais c'est le moteur qui a permis Montréal et le Canada de se développer. La voie ferrée à travers le pays, c'est grâce aux banques qui ont financé ces projets, mais qui ont aussi créé les nœuds le long de cette voie ferrée. Et donc aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde qui est, disons, déjà établi, la nouvelle frontière, c'est les guichets automatiques. Donc je vous inviterai d'aller voir un site qui s'appelle Coin ATM Radar ou coinmaps.org. C'est un peu un Google Maps de non seulement les ATM et les BTM, comme on les appelle dans l'industrie, les Bitcoin Transaction Machines, ou les GAB, pas besoin de changer, un guichet automatique Bitcoin, ça se dit facilement. Ça te permet de voir aussi les magasins qui acceptent les Bitcoins, les coiffeurs, les coiffeuses, les avocats, les magasins, et les bornes d'information, les services en ligne. Donc, coinatmradar.com et CoinMaps. Et CoinMaps fait partie d'un projet qui s'appelle OpenMaps, qui est vraiment intéressant pour tout ce qui est le monde qui s'intéresse avec les données cartographiques, comme à propos de la population, les densités de population, tout ce qui est basé sur la géographie des lieux. OpenMaps, c'est un projet. Et ils ont un protocole, eux aussi, pour essayer de faire du géolocalisation. Je crois que la nouvelle frontière du Bitcoin va être non seulement de signer des transactions, mais de les localiser. Donc, à voir. So, open to questions. Anglais-français. Pascal, peut-être pour commencer, vous pourrez donner vos premières impressions. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Il n'y a pas de quoi. All right. Thanks.
Feeling, je me suis posé la question où est-ce que tu allais, puis tu allais beaucoup dans les analogies. Puis des fois, je me posais la question, je comprends pas, comme tu faisais le lien avec Bitcoin, puis j'étais comme, tu laissais mon appétit des fois. Oui. Fait que là, je pense que nos questions là, vont On peut-être revient. Tant mieux. rapprocher le gap. Moi, la question qui me brûle depuis le départ, on sait que tu étais cofondateur avec Miguel d'une entreprise de... Juste pour la caméra, je vais me mettre là. Que tu es cofondateur d'une entreprise de guichet automatique sur le Bitcoin. C'est quoi cette idée-là? C'est quoi cette vision-là de dire on a besoin de ça dans le monde ou à Montréal? Moi, j'aurais aimé ça, connaître ça vraiment, puis après ça, ramener ton idée de ça fait partie de l'essentiel de ce qu'on essaie de bâtir. Fait que si tu commences avec ça, je pense que ça va peut-être nous aider à catcher. Oui, oui. Dans l'entrepreneuriat, on a un terme qui s'appelle bricks and mortar. Donc, les business qui ont un bail et qui louent des espaces physiques et qui fournissent un service, une vente au détail. Mais bricks and mortar, quand l'arrivée du e-commerce est arrivée, on a vraiment vu la différence entre les business physiques et les business virtuels. Le commerce électronique et le commerce, disons, de biens, goods and services. Et pour moi, les guichets automatiques, c'était un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens que ça permettait d'avoir une machine Bitcoin, non pas un mineur qui mine dans un garage en train de générer des Bitcoins, dans un réseau Bitcoin avec une communauté Bitcoin, mais plutôt une borne Bitcoin qui sert à un genre de peuple qui utilise, ou un regroupement de personnes qui utilisent cette technologie, qui sont passionnés de cette technologie et qui cherchent des lieux. Moi, étant la première personne où acheter, quand j'ai commencé à acheter des bitcoins, il n'y avait pas de guichet automatique. Il y avait Quadriga et Mt. Gox, mais ils ne sont plus là. Donc, il y en a 10 fois plus et d'autres. Mais disons, les guichets automatiques, ils sont plus réels, tangibles. Et pour citer un de mes conférenciers préférés, c'est Antonopoulos. Il parle de comment les bornes électroniques sont souvent le premier contact. Andreas Antonopoulos, si vous ne le savez pas, il a parlé avec les sénateurs sur le Senate Committee Hearing ici au Canada. Et depuis ce jour-là, j'ai un respect pour lui. Et si je comprends bien, il respecte le Canada beaucoup parce qu'il vient de plus en plus ici, ou au début, beaucoup à Toronto avec le groupe d'Ethereum et le groupe de Vitalik qui faisait beaucoup de Bitcoin à l'époque. Donc je crois qu'ils ont créé un peu, ils ont semé les fondations du Bitcoin au Canada. Et donc lui, il a parlé de guichet automatique à un moment donné très spécifiquement. Il disait que on avait une responsabilité, les opérateurs de guichets automatiques, de fournir un service. Parce que souvent, c'était comme la première impression. Tu sais, you never have a chance to make a first impression twice. Tu sais. Donc, quand la personne vient s'acheter des bitcoins ou les vendre, on est en train de les aider à vivre le rêve, à vivre de leur travail, de vivre de leurs efforts. Et comment qu'on va l'améliorer? J'ai des idées. Le point qu'il faisait, c'est que les guichets automatiques Bitcoin sont tout sauf des guichets automatiques traditionnels. Et que leur responsabilité n'était pas de fournir 20 $ pour l'heure du midi pour acheter des lunchs. Le Bitcoin, c'est une façon... Quand on transige avec le Bitcoin à un guichet automatique, on est en train de faire comme voter pour quelque chose. On vote pour mettre notre argent. Comme ils disent aux consommateurs, vous votez à chaque fois que vous achetez un produit. Vous votez de ne pas acheter l'autre. C'est Shell ou Esso. Vous votez pour Shell. Canadian Tire ou Walmart. Vous votez pour Walmart. Donc, quand on va à un guichet automatique, on vote pour Bitcoin. Et donc, c'est un honneur et c'est une responsabilité de fournir une expérience qui est non pas compliquée, pas trop loin, pas trop lent, et qui, pour moi, peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais qui
ressemble au Bitcoin, qui ressemble dans la qualité, dans le code du open source. L'open source, c'est très important. Et il y a beaucoup de projets Bitcoin de développement qui ne sont pas open source. Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas juste la philosophie du Bitcoin, c'est le mode d'opération du Bitcoin. On fait des version control du blockchain. Finalement, le forking, c'est des forks de versions comme dans le open source. Et le open source utilise le SHA-256 pour identifier des transactions ou des copies de code uniques. Donc, il y a beaucoup de... Le open source est très important, donc les guichets automatiques, je développe des guichets automatiques qui pratiquent cette philosophie-là du open source et que ça soit du Bitcoin. Parce que je crois que d'avoir plusieurs devises électroniques, c'est pas très utile. Le but, c'est d'arriver avec un réseau fiable, pas plusieurs réseaux qui sont moins fiables. Donc, j'essaie de communiquer parce que la borne va aider le monde à comprendre. Et la première chose qu'il faut comprendre, pour aller dans les détails, c'est que c'est deux directions. Que ces bornes électroniques-là, même si ce n'était pas le cas au début, ils ne sont pas des distributeurs de Bitcoin. Ils sont des guichets interactifs d'informations, mais aussi où on peut vendre et acheter nos Bitcoins. Et ça change la donne. Finalement, on ne va pas magasiner, on est le magasin, on va vendre. Donc le marché public, il est rétabli. Tu sais, le Casbah de l'Amérique du Nord, c'est là que les fermiers et les développeurs multimédia vont vendre leurs tomates. Tu sais, c'est très important. Donc ça a été une expérience. Acheter des guichets automatiques, c'est pas évident. C'est une autre technologie. C'est comme acheter des mineurs. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà miné des bitcoins? Donc, l'expérience d'acheter... Oui, encore? Voilà, ben, continue. Mais acheter un mineur, c'est quand même un gros saut. Tu sais, et cette première expérience n'est pas toujours belle. Tu sais. Je connais beaucoup de personnes qui en ont acheté, ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais arrivés, les miners. Donc, les guichets automatiques ressemblent beaucoup à ça, je trouve. Ça fait partie de l'écosystème du Bitcoin. J'ai une question. Donc, Est-ce que tu vois une évolution depuis que tu les as installés? Oui, il s'améliore. Combien tu en as? Les projets, première question, oui, ça évolue pour le mieux, pour le meilleur. Il y a différentes marques, différents types. Ils sont presque tous two-way en ce moment. Donc, les machines distributrices, il y en a de moins en moins. C'est plutôt le choix de l'opérateur qui décide s'ils sont des services monétaires ou ils sont juste des vendeurs de Bitcoin. Je crois que le mot service monétaire, ça s'applique juste à ceux qui achètent et vendent des Bitcoins. Juste vendre des Bitcoins, c'est pas un service monétaire, c'est un service de vente. C'est sûr qu'on pourrait débattre ça, et moi c'est subtil, mais je trouve qu'il faut que ça fasse la boucle. Il faut qu'il y ait une boucle. Comme quand on travaille, on dépense. Oui, monsieur? Question. Si je comprends bien, donc vous placez des machines qui sont à la disposition des gens pour pouvoir en acheter. C'est bien ça? Il y en a plusieurs à Montréal, différents fournisseurs, opérateurs, qui ont des machines à différents endroits. OK. Admettons que moi, là, je vais en acheter, je ne sais pas, pour 2000 $, c'est possible de un site où je peux avoir un code discount quand j'arrive dans votre machine? Oui. Il faudrait déjà en parler. Il y a des... Ça commence... Oui, je vais enlever mon manteau de formateur et mettre mon manteau de vendeur, mon chapeau de vendeur. Je crois qu'il faut... C'est une bonne question parce que dans les techniques de survie, à un moment donné, je pensais énumérer les différentes façons d'acheter des bitcoins. Je me dis, ouais, ils peuvent searcher ça sur Google, ça ne prend pas longtemps. Mais c'est un bon point. Il y a plusieurs façons d'acheter des bitcoins et les guichets automatiques, c'en est une. Mais oublions pas ce que c'est un guichet automatique. C'est un robot qui est réveillé 24 heures sur 24. Donc, est-ce que c'est sa qualité principale, c'est d'acheter pour 2000 pièces de bitcoin? Peut-être pas. C'est plus que tu peux l'acheter à 2 heures du matin, 200, 2000, mais c'est l'heure qui est intéressant avec les guichets parce qu'ils sont ouverts tout le temps, idéalement.
aussi, les limites sont différentes. Il y a des règles selon l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Quand il y a un contact humain sur une vente over-the-counter, il faut qu'on prenne vos informations. Prouvez-moi votre identité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'identité pour acheter ou vendre des bitcoins. Pour avoir des bitcoins, on n'a pas besoin d'un compte en banque ou une carte de crédit avec notre nom dessus. C'est un autre point qu'Andreas Antonopoulos a mentionné, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a de l'argent qui peut être anonyme. Tu sais, ils disent le bitcoin n'est pas anonyme, mais on n'a pas besoin d'une identité pour l'avoir, le transiger ou le conserver. Ce qui est un des gros problèmes avec le monde financier autour du monde, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de domicile fixe, donc ils ne peuvent pas avoir d'adresse, de compte en banque, parce qu'ils n'ont pas d'adresse, ils sont nomades. Et il y en a qui n'ont pas d'identité, disons, de statut de citoyen clair. Dans certains pays, on peut avoir une carte, like a green card aux États-Unis. Imaginons, on vous disait que tous ceux qui ont des cartes green card, ils ne peuvent pas avoir de compte en banque. Ça pourrait arriver. Hein? C'est une forme de stratégie de pression. Donc, le guichet, il permet ces deux choses-là. Mais pour Sur ton site web, là, oui, après la discussion, une fois qu'on a parlé, on pourrait faire, je vous donnerai ma carte, et les sites web, je crois que j'en ai ici, qui sont importants. Ah, voilà, monsieur. tu l'as juste là. Ouais. Je l'ai mis en bas ici. Ah, il a été coupé. Ouais. 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 Petit à côté, c'est la première fois que je donne cette présentation. J'ose espérer qu'avec quelques révisions et votre feedback, il y aura une meilleure présentation la prochaine fois. Oui. Pour rester dans le contexte de la question elle est posée, admettons d'avoir un discount, est-ce que c'est possible d'avoir ça? C'est ça ma question. C'est toujours possible des discounts. Et comment je fais pour l'avoir? Amène le coupon. Amène le coupon du journal Canadian Tire. Oui, c'est la série. Ah là là là. Ouais, non. Ben, disons, c'est une question, justement, tantôt, on avait un monsieur qui parlait de TA, de market analysis, la valeur du Bitcoin. Si j'étais ici pour vendre des Bitcoins, on ne serait pas en train de parler de survie, même que ça serait moi en train de vous le vendre au plus cher. OK? Oui. Oui, non. Récemment, j'ai trouvé un autre, pour rester dans votre sujet, il y a Newton à Toronto. Ça a l'air intéressant ce qu'ils offrent. Ils ont une application iPhone. Je ne fais pas de promotion, je ne l'ai pas testé. Il y a de plus en plus CoinSquare. Il y a beaucoup de services software en ligne, un peu comme les eBay et les PayPal. C'est des façons d'acheter des bitcoins à travers votre ordinateur. CoinMama peut-être, il y a d'autres exchanges. Mais est-ce que ça, c'est vraiment de quoi vous parliez quand vous dites acheter des bitcoins? Il me semble que c'est ici maintenant, c'est pas sur un site web en Asie ou en Afrique ou à New York. C'est à Montréal que tu achètes des bitcoins. Est-ce que tu es en train d'importer des bitcoins ou exporter des bitcoins? C'est jamais le cas, ça ne s'applique pas. Les bitcoins sont partout. Mais je dirais que la première chose pour acheter des bitcoins, et j'espère que vous allez trouver un bon prix, c'est local. Parce que, là, oublions pas qu'il faut encourager local, penser globalement, mais agir localement. Ça fait partie de l'écologisme. Mais je crois que c'est juste un gros bon sens. C'est que on a le choix d'acheter nos chaussures et d'attendre qu'ils arrivent de loin, ou on peut les faire fabriquer ici. Et j'évite la question du meilleur prix, parce que c'est pas pour ça qu'on est là. Le meilleur prix, c'était il y a 3 ans. OK? Donc, si tu ne l'as pas acheté à temps, achète les dons ici à un guichet automatique. Ça va être fait en 2-3 minutes. Et vous pouvez envoyer du cash en papier, ce qui n'est pas le cas avec CoinMama. Je ne pense pas que vous pouvez envoyer vos $100 dans votre poche. Comment tu dis ça? Je ne pense pas que vous pouvez envoyer l'argent que vous avez dans votre poche à certains de ces services. Le problème avec CoinMama, présentement, c'est juste que personnellement, je trouve que quand tu regardes le prix du market, jusqu'à ce que
le prix qu'ils t'offrent, je trouve qu'ils exagèrent pas mal. Par contre, le service est rendu quand même beaucoup mieux qu'avant. Tu peux même faire des transferts Swift et autres. Voici une anecdote intéressante, parce que cette histoire du prix du marché, ça revient avec le commentaire que j'ai fait à propos du market cap. Autant que c'est intéressant d'avoir le market cap ou le prix du marché, ça change tout le temps. Chaque jour, il y en a plus en distribution et la valeur change selon l'offre et la demande. C'est que ces index-là, ils ne prennent pas en considération le marché local. Tu sais, l'offre et la demande ici à Montréal, sur la rue. Et je crois que c'est un facteur réel. Ça fait partie de son offre et la demande. Son prix du marché devrait prendre en considération le local Bitcoin's price, ou le Bitcoin average ici. C'est que c'est difficile de le savoir comparé à des marchés. Mais un baril d'huile, est-ce qu'on paye trop cher à la pompe vis-à-vis le baril d'huile? Parce que le prix du marché de l'huile ou de l'essence, c'est le baril. Mais on voit que c'est beaucoup plus cher acheter à la pompe que acheter le baril. Donc, si vous voulez, le prix du marché du Bitcoin, c'est sur un exchange. Et vous le choisissez. Si vous voulez faire le plein, c'est à un guichet automatique. Et c'est pas parce que je préfère l'un ou l'autre. Il y a des pour et des contre. Le prix sur les exchanges, c'est le pour. Mais le temps pour le financer, les enlever, c'est facile. C'est quelques heures, quelques minutes. Mais de l'acheter, d'envoyer l'argent là, c'est la partie qu'un guichet automatique est 10 fois plus fit, 100 fois plus apte. Ouais. Donc, mais c'est peut-être pas le meilleur prix, évidemment. On paye pour le service. Et ça, je ne parle pas d'une taxe, là, mais on paye. C'est un peu comme avoir un express mail versus un courrier normal. Ou le prix qu'on paye pour avoir un chèque certifié versus un chèque endossé. On paye ce prix pour être sûr que l'argent est là. C'est un peu plus que le prix du marché du dollar. Disons. Hein? Ça ne sert plus à rien, un chèque certifié ou qu'importe. OK. Ils vont te le geler quand même. Oui. Mais c'est pas pour être capable de le dépenser, c'est juste de le prouver que tu l'as. Tu sais, your inputs, pour valider que tu as assez de Bitcoin pour l'envoyer. Oui, d'autres questions? Ta présentation était très intéressante. J'ai une question pour toi. Demain, il y a une crise écologique ou une crise nucléaire. T'emportes quoi? T'emportes tes dollars en fiat ou t'emportes tes bitcoins? Ou tes... Ouais, quoi faire, hein? Je cours au Canadian Tire, je dépense mon argent au Canadian Tire. D'ailleurs, j'en ai apporté. Je crois que c'est un long game. N'importe quelle crise, il y aura l'impact initial, il y aura les ondes de secousse, et ensuite il y aura un genre d'épidémie, et ensuite il y aura une récupération. Donc, les bitcoins, je crois que ça va revenir à leur caractéristique de base, c'est la vérité, plus que ces valeurs store of value ou immutability. C'est l'immutability qui va être qui va rester, parce que peu importe ce qui arrive dans le futur, même si le Bitcoin arrête après la crise en question, tout ce qu'il a prouvé, travaillé, va être coulé dans le béton. Donc, même si c'est plus, même si ça évolue plus, vos biens vont agir comme des actes notariés. Donc, quelque part, vous allez être capable de prouver, si vous avez vos clés, que, j'espère, les bitcoins t'appartiennent, mais aussi ce que représentent ces bitcoins, que ce soit la maison ou ta famille, ton nom de famille, tes biens. Et là, j'aimerais poser cette question, c'est comment est-ce qu'on pourrait développer le Bitcoin pour être plus une forme d'identification ou de preuve sans s'identifier, parce que chaque transaction s'identifie, mais on cache les signatures. Donc, on n'a pas besoin de le dévoiler pour s'identifier.
Dans le sens, on peut prouver que c'est nous sans dévoiler nos clés privées. Et donc, je crois que ce fait-là va être très utile dans le futur, même si ça ne sert plus comme argent. Je crois que c'est la dernière chose qui va me passer par la tête quand il y a une crise. Donc, en ce moment, on peut utiliser nos bitcoins pour se préparer. Et je crois que c'est là qu'ils ont le plus de valeur. Grâce au bitcoin, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter une meilleure lampe de poche. Des fois, même, je pense ici au Canada, on est quand même privilégié à ne pas avoir d'armes. Mais ça pose la question. Est-ce que je m'achèterais une arme? J'ai des couteaux, j'ai des cordes, j'ai toutes sortes de choses, ou peut-être une serrure. Les deux sont un bon investissement, une arme ou une serrure. Mais les bitcoins aujourd'hui, je crois que pour tous ceux qui s'intéressent à acheter des bitcoins et en avoir, je vous l'encourage. Ce n'est pas des conseils financiers, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous l'encourage parce que s'il y a une chose que ça m'a permis, les bitcoins, c'est de poursuivre mes intérêts, mes passions et celle de survivre ou d'être survivaliste, d'être autonome. Dans mon cas, c'est construire une maison. Moi, je suis un autoconstructeur. J'ai bâti ma maison de A à Z. Et après que l'argent, parce que tout projet de réno, vous allez savoir, finit sans argent. Il n'y a jamais de projet de réno qui est fini avec un surplus de budget, pas à ce que je sache. Mais grâce au Bitcoin, ça m'a permis de continuer ce projet. Et pour moi, ça, c'est le numéro 6. Assurez votre logement, votre cachette. Moi, il faut que je quitte. OK. Mais j'ai un petit in à te donner, c'est j'ai écouté un reportage sur un trader français qui est très expérimenté au niveau du trade, du forex ou du peu importe, là, mais pas de la crypto. Là, un an, il disait que la crypto, c'est de la merde. Qu'aujourd'hui, il dit à tout le monde, vous devriez avoir 5% de votre portefeuille en crypto-monnaie. C'est l'adoption. Je pense que l'avenir s'en vient. Je pense que tu es bien parti dans tes guichets automatiques, tant mieux si ça marche. Tu devrais dire que Oui. J'ai. En fait, là, j'ai toute le promo, mais on va s'en parler. Oui, merci, Michel. Tu veux t'améliorer dans une situation, là, dans ta présentation, de mettre ça dans ta présentation. Oui, je vais le De faire. mettre son logo à Pascal. Oui. Elle la tient aussi à la Oui. fin. Non, j'espère que Pascal va me donner la chance de faire un autre point de vue. Ciao. Merci. Ciao. On se reparle, tu sais. Ouais. Merci, Michel. Michel, c'est un de mes collègues de la Banque nationale. Ça fait un petit bout que je ne le vois plus parce que j'ai quitté mon emploi pour poursuivre le rêve de travailler dans le domaine. Est-ce qu'il y en a ici qui ont quitté leur emploi pour travailler dans le domaine? Bravo. On se tient ensemble, tout le monde ensemble. Oui. Donc, j'ai amené d'autres exemples de portefeuilles pour tous ceux qui s'intéressent. Ça, c'est la partie un peu show and tell. Si vous ne l'avez jamais vu, quelques exemples. C'est important à retenir. J'ai amené exprès pour ça. C'est une des problèmes de la survie, c'est de la technologie qui devient obsolète. Obsolete technology. Donc, avant que les crises arrivent, il faut toujours faire attention à nos portefeuilles qu'on choisit. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez tous vu ça. Ça s'appelle un Trezor. Bien, ça, c'est un bon exemple. C'est un des premiers et il est encore produit aujourd'hui. 5 ans plus tard, il est toujours en train de se faire. Maintenant, est-ce qu'il va être produit 10 ans plus tard, 15 ans plus tard? Espérons. J'ai fait des mises à jour au moins 7 à 8 fois. Est-ce que c'était tout backward compatible? J'aurais pu faire une mise à jour dans 10 ans. Donc, il faut entretenir nos portefeuilles, quitte à juste les vérifier de temps en temps. Vérifier que vous pouvez dépenser votre argent. Pas juste vérifier que l'argent est encore là,
mais faire des petites transactions pour tester que la nouvelle copie de votre portefeuille fonctionne. On peut faire des transactions sans envoyer des fonds. Hein. Juste signer une transaction te permet de le vérifier. Et la raison que je vous montre ça, c'est que ça c'était cool. Ça, c'était survivaliste. Ça s'appelle Case Wallet. Ça sort de MIT. Et ça roulait sur les réseaux G2. Donc là, on est G3, G4, on parle de G5. Ça, c'était conçu pour des Maghrébiens ou des personnes dans le milieu de l'Afrique du Nord, dans le sud, dans les pays où il n'y avait pas beaucoup de réseaux cellulaires. Et ils ont intégré une solution avec une biométrie. Hey, c'était hot, hein? Ça n'existe plus. Oui, je vais vous montrer. Je voulais que vous voyez, il y a un petit QR code. Il peut lire la caméra. Il fonctionne encore. Mais il était un genre de double signature encore. Et le serveur était nécessaire. Mais même quand ils ont fermé leur opération, donc les serveurs ils n'existent plus. Mais même quand ça fonctionnait, ici, on est au Canada. Nos antennes ne sont pas G2. Donc, ça ne marchait pas. Donc, mes bitcoins que j'ai mis là-dessus, qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui? Il n'y en a plus, là. Mais, si vous vous réveillez après l'apocalypse et vous êtes là, c'est à peu près un scénario semblable. Il y a beau être le portefeuille le plus haut, le plus cher. L'exemple de mon portefeuille le plus cher, c'est celle-ci. Ça, c'est un Ledger Blue. Discontinued. Ils font plus ça, là. It's Ledger Nano X with Bluetooth. Donc, qu'est-ce qui arrive au Blue? J'attendais qu'il allait avoir des applications, j'allais être capable de faire toutes sortes de choses là-dessus. Non, plus maintenant. Donc, question de survie, et le temps est précieux, c'est choisissez votre support. Faites des tests. Petit secret, les mots-clés que vous générez, ils fonctionnent dans d'autres logiciels. Mais pas tous pareils. Donc, si vous prenez vos mots-clés JAX, vous pouvez créer un portefeuille Coinomi qui supporte d'autres tokens. Mais il y a des éléments du JAX Wallet qui vont, d'autres tokens ou d'autres coins qui ne vont pas se reproduire. Donc, ces mots-clés sont un peu à vous de gérer et vous pouvez tester des portefeuilles. Donc, évidemment, pas avec vos mots-clés où toutes vos valeurs sont stockées, vos bitcoins, mais créez des comptes pour tester. Je trouve que c'est la meilleure façon de se préparer pour la crise, c'est de se familiariser avec notre technologie préférée. Je ne vous demande pas de tester une vingtaine d'applications. Choose your technology, the ones you like, just one or two. C'est comme aller voir un film. Je l'ai aimé, je ne l'ai pas aimé. Allez en voir 2 ou 3. Lequel que j'ai aimé le plus? OK, celui-là, je l'aime. Et à force de l'utiliser, vous allez voir si c'était le bon choix ou pas. À date, j'avoue que même si j'aime d'autres wallets, comme il y a un wallet de Blockstream qui a une fonction importante, ça s'appelle Request by Fee, Replace by Fee. Et ça te permet d'envoyer une transaction 2 fois, mais avec plus de fee. Donc, si jamais vous voulez bumper votre transaction pour que ça passe dans le prochain bloc, vous pouvez envoyer un peu plus de mining fee. Par contre, il est juste pour Bitcoin. Et des fois, on a des tokens, des fois, on a du Ethereum. Et donc, Coinomi a bien servi. Jax, il vient d'avoir une nouvelle version, Liberty, qui est assez hot, très, très intéressant. Mais ce sont tous des portefeuilles, comme dans les présentations passées, on parlait de SPV. C'est vraiment c'est pas des vrais portefeuilles. C'est un peu comme c'est comme un annuaire qui n'est pas sur ton téléphone, mais que ça prend une connexion Internet pour le télécharger, les liens. Donc, les portefeuilles physiques sont importants. Le meilleur exemple, c'est que vous avez de l'argent dans votre poche.
Ça, c'est mon meilleur exemple que je donne souvent, c'est que vous avez du cash dans votre poche. OK? Je pense que j'en ai. J'en ai ici. Vous avez des comptes de chèques. Ça aussi, je l'ai ici. J'ai tout mis. OK. Compte de chèques. Vous avez du cash, vous avez des chèques et vous avez votre carte de crédit. Vous avez vos REER. C'est tout le même argent? Pas vraiment, hein? Si je vous demande de dépenser 20 $ de votre REER, vous allez me dire c'est pas assez. Et si je vous demande de dépenser 20 $ de change, vous allez dire que c'est trop. Donc, on met de l'argent dans notre poche, différentes quantités dans chacune. Donc, dans notre compte de chèque, il y aurait peut-être plus d'argent que dans notre compte d'épargne ou dans notre portefeuille. Et vice-versa, nos REER, on ne les touche pas jusqu'à la fin, à la retraite. Mais les bitcoins, pareil. Chaque portefeuille pourrait être comparé ou bien à du comptant ou à un compte en banque, ou une carte de crédit, ou disons une carte de débit, parce que crédit, ça veut dire que ce n'est pas ton argent. Débit, c'est ton argent. Et bitcoin, c'est toujours ton argent. Juste à date, on n'a pas de crédit bitcoin. Ils essayent d'utiliser le bitcoin comme un actif et de vous emprunter de l'argent. Mais tout pour dire que vos portefeuilles sur votre téléphone, c'est comme l'argent dans votre poche. This is your cash. It's not your checking account. It's not your savings account. It's not your RSPs. It's not your safe or your vault at home. This is the one that gets put in the washing machine when you forget to take it out of your pants. You don't put your RSPs or your safety deposit, your bearer bonds in your pockets. So the phone is really important. It's useful. It has a screen and a camera. Ta poche n'a pas ça. Tu sais, le Ledger Blue n'a pas de caméra. Et il y a un écran tactile, mais ouais, ça marcherait écran tactile. Donc, Ledger Blue, c'est un peu comme votre compte de chèque. Un peu plus difficile de le dépenser, je vais le laisser sortir. Et un peu plus... je mettrais plus d'argent là-dessus que sur mon téléphone. Plus de Bitcoin. Disons, de 1 à 10 là-dessus. Et peut-être de 0 à 1 là-dessus. Après 10 Bitcoin, il faut avoir... C'est pas que le support est nécessairement différent, c'est la stratégie est différente. Il faut avoir plusieurs copies, disons 2 ledgers, où la moitié du code à un endroit et l'autre moitié ailleurs, pour que aucune personne puisse le dépenser tout seul. Ou un multi-sig wallet qui oblige 10 personnes à approuver la transaction. Et où le conserver, c'est chez soi, ou dans une banque, ou c'est Zap ou c'est Zoom ils conservent leur Bitcoin en espace. C'est Zoom. X-O-P-E. Zop. Supposément, ils ont conservé leur Bitcoin, leur hardware, leur physical wallet dans l'espace. J'espère qu'ils ne perdent pas le satellite. J'espère que ça répond à la question. D'autres questions? Sinon, c'est temps d'aller prendre une bière? Yes. Good. All right, ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci Pascal. Thanks. You're welcome. All right. Merci beaucoup. Donc, oui, la bière nous manque ce soir. En tout cas, je propose qu'on descende à quelque part, sincèrement. Là. Il commence à faire beau, donc voilà. Ceux qui veulent se joindre, voilà. On n'est pas loin on du... rappe la salle, puis on descend. L'appel? L'appel est là-bas. Ah, la belle est là-bas. La belle est là-bas. Ouais, j'ai aucune idée. Ou Je connais pas le coin. C'est quoi l'endroit Je peux étudier. mexicain qu'on va se... Eux, ils ont une grande place. Je sais pas s'ils ont une table à Belle et la Bête. Sinon, je crois qu'ils en ont là-bas. La belle est là-bas. Belle et la Bœuf.